Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge directement dans un décryptage psychanalytique qui, on va pas se mentir, est absolument fascinant. En tant qu'expert de la psychologie analytique de Carl Jung, on va décortiquer ensemble la méthode d'une influenceuse très populaire. Une méthode qui nous promet carrément de changer d'identité. On va sortir notre loupe et analyser tout ça de très près. Pour garder le cap, on va structurer notre réflexion en 5 grands points. On commencera par la fameuse transformation désirée, ensuite on parlera de la nouvelle rigidité idéale, puis on abordera des concepts capitaux comme l'ombre et le refoulement, on enchaînera sur l'illusion de l'idéal social, pour finir sur un point crucial, la marchandisation de la psyché. Alors, première partie, la transformation désirée. C'est quoi exactement la proposition de cette méthode de coaching ? En gros, le postulat de base de cette créatrice, c'est que l'identité n'est pas quelque chose de fixe. C'est pas une âme figée à la naissance. C'est plutôt présenté comme un équilibre hyper instable entre notre biologie, notre environnement et, surtout, notre volonté consciente. L'idée qu'on nous vend, c'est qu'il suffirait de modifier consciemment un seul de ces paramètres par nos choix pour transformer l'être tout entier. Et concrètement, le plan d'action qui en découle tient en 3 étapes assez simples. D'abord, on observe nos limites actuelles. Ensuite, on se crée sur mesure une version idéale de soi-même. Et enfin, on réprime de manière assez agressive toutes nos mauvaises habitudes grâce à une discipline de fer. Le tout pour forger cette nouvelle identité toute belle, toute neuve. Vu comme ça a l'air super clean, presque clinique comme approche d'amélioration de soi. Mais la vraie question qu'on doit se poser en tant que psychanalyste, c'est est-ce que c'est vraiment sans danger d'écraser sa propre psyché uniquement à la force de la volonté ? Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, la nouvelle rigidité idéale, ou comment on finit par remplacer une prison par une autre. Pour bien capter le problème, faut faire un petit détour par Carl Jung et son concept de la persona. La persona, c'est tout simplement notre masque social. C'est le personnage de toute pièce qu'on construit pour se présenter au monde. Le piège classique dans le développement personnel, c'est de confondre ce masque avec qui on est vraiment, notre soi authentique. Et pourquoi ? Parce que ce masque est modelé pour répondre à des attentes externes, pas du tout pour refléter notre vérité profonde. Et là, le décalage est juste saisissant. La méthode de coaching va appeler ce contrôle extrême une véritable stabilité. Mais la psychanalyse, elle, voit ça comme une double rigidité. En gros, on fuit un conditionnement qu'on n'aimait pas, d'accord ? Mais pour s'enfermer dans un autre. On troque une cage irritée contre un masque social ultra rigide qu'on s'est imposé tout seul. Allez, on passe au 3e axe, et là, ça se corse un peu. L'ombre et le refoulement. C'est le danger absolu de la fameuse suppression. Le discours d'origine est très clair là-dessus. Nous pouvons décider de ce que nous renforçons et de ce que nous supprimons. Des traits purement humains comme l'impulsivité ou la flemme sont vus comme des simples défauts de fabrication. Hop, un peu de répétition consciente et on supprime le bug du système. Sauf que la théorie jungienne nous alerte avec le concept de l'ombre. La psyché humaine, c'est pas un ordinateur avec une touche supprimée. Tout ce que notre ego rejette ou nie ne s'évapore pas par magie dans la nature. Ces parties de nous sont juste exilées dans l'inconscient, dans cette fameuse ombre. Et le pire, c'est que dans l'ombre, ces traits refoulés gagnent en puissance et finissent toujours par exploser d'une façon ou d'une autre. Toute la différence entre les deux mondes est là. D'un côté, on a une suppression forcée à grands coups de volonté qui ne fait que masquer le symptôme en surface. De l'autre, le but jungien par excellence, l'individuation. Là, on ne cherche pas du tout à amputer une partie de soi, mais plutôt à l'intégrer. On modifie son expression pour unifier la psyché humaine sans la mutiler. Si on met ça dans la balance, le constat est assez rude. Le coaching crée une guerre interne permanente entre un soi actuel imparfait et un soi idéal parfait, ce qui pompe une énergie psychologique massive et scinde notre identité en deux. L'approche jungienne, à l'inverse, vise une stabilité profonde, une vraie plénitude qui passe par la connaissance de soi et l'acceptation de nos propres dualités. Et cette guerre interne nous pousse logiquement vers le 4e chapitre, l'illusion de l'idéal social, ou comment on perd complètement son soi authentique. Prenons l'exemple phare de la méthode. La personne qui se trouve feignante et qui veut à tout prix devenir disciplinée et productive. On valorise l'action à outrance. Mais d'un point de vue purement analytique, la vraie question qui pique, c'est d'où vient cette obsession pour l'hyperproductivité ? Et bien très souvent, ce besoin d'être productif à 100%, ça ne vient pas de nos tripes. C'est juste une attente de la société qu'on a absorbée. Et le risque, il est énorme. On tombe dans ce que les psys appellent une fausse authenticité. On se force à rentrer dans un moule valorisé socialement et surtout on s'interdit d'écouter le vrai message caché derrière cette paresse. Parce que oui, la paresse essaie souvent de nous dire quelque chose de vital. Ce qui nous amène au dernier chapitre, et c'est peut-être le plus glaçant, la marchandisation de la psyché. Comment on utilise la culpabilité pour monétiser la souffrance. L'influenceuse reprend carrément le concept philosophique de mauvaise foi de Jean-Paul Sartre pour dire aux gens qu'ils sont entièrement responsables de leur état.
Sur le papier, on se dit que c'est de la responsabilisation, mais psychologiquement parlant, ça crée surtout un juge intérieur impitoyable. Si on n'atteint pas cet idéal impossible, la culpabilité devient vite écravante. Et alors, comment on est censé apaiser cette culpabilité monstrueuse ? Eh bien, en achetant la solution, pardi. Le discours nous propose plus de 30 astuces de transformation miracle qui sont, comme par hasard, bien planquées derrière un mur payant. C'est une dynamique de marchandisation vraiment troublante. On vend des PDF, on met des articles d'analyse sous-clés, l'esprit humain avec toutes ses nuances, ses failles, ses traumas, est soudainement traité comme un vulgaire produit technique défectueux, un moteur qu'il faudrait optimiser en achetant frénétiquement des exercices à la chaîne. Si on devait faire un bilan de tout ça, l'illusion du coaching, c'est de promettre la liberté en vendant du contrôle extrême, de la répression et de l'optimisation facturée. La réalité jungienne, elle, nous montre que le vrai travail est profond, exigeant et surtout, il ne s'achète pas. C'est un travail de lucidité, de face à face avec notre ombre pour atteindre une véritable complétude durable. Au final, grandir psychologiquement, c'est pas se flageller avec une discipline militaire pour faire disparaître son instabilité. C'est avoir le courage de s'asseoir avec ces parts de nous-mêmes et d'écouter avec bienveillance ce qu'elles essaient désespérément de nous dire, plutôt que de chercher l'outil technique parfait pour les bâillonner. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Une question vertigineuse pour clore notre réflexion d'aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'optimiser à outrance juste pour entrer dans une nouvelle prison psychologique toute brillante ? Ou bien, est-ce qu'on est enfin prêt à trouver la vraie liberté en intégrant toutes ces ombres qu'on nous a toujours ordonné de réprimer ? On vous laisse méditer là-dessus.